je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de la Direction régionale des affaires culturelles. Excusez Laurent Roturier, notre directeur régional. Et par contre, saluer la présence de mes collègues, qu'il s'agisse de Valérie Travier, conseillère pour le livre et la lecture, Michel François, chargé d'études documentaires à la conservation régionale des monuments historiques, Josette Plié, Fabienne Tuzet, mes collègues qui nous soutiennent dans l'action au quotidien. Vous dire que ce cycle de conférences, de 3 conférences, s'intègre dans le premier mois de l'architecture en Occitanie. Alors pour ceux qui sont de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, le mois de l'architecture existait depuis 5 ans et il a été étendu à la région Occitanie avec donc un nouveau réseau de partenaires que je tiens à remercier, sans qui le mois n'aurait pas la même saveur. Donc je pense à l'École nationale d'architecture de Montpellier et de Toulouse, bien sûr. Je vais tout doubler, les ordres des architectes, les CAUE, les parcs naturels régionaux. Je vais en oublier bien sûr, et toutes les associations qui œuvrent au quotidien au service de l'architecture. Je pense à Pierre Vive, à la cuisine pour l'ex-Midi-Pyrénées, et à Languedoc-Roussillon Livre et Lecture qui aussi intègre pour la première fois le mois de l'architecture. Voilà, donc j'en oublie certainement, mais vous avez à disposition derrière vous le programme que j'ai édité pour que vous en ayez quelques exemplaires à consulter aujourd'hui. Mais économie oblige, maintenant le programme est électronique et ce sont les partenaires eux-mêmes qui ont saisi leurs actions sur une plateforme dédiée à ce sujet. Voilà, donc le mois de l'architecture, c'est environ 120 actions sur toute la région Occitanie. Avec des déclinaisons architecture danse, architecture cinéma, débats, conférences, ateliers jeunes publics, visites de chantier, visites de villas d'architectes, enfin toutes les déclinaisons et formes possibles autour de l'architecture contemporaine. Voilà, donc nous en venons aujourd'hui à notre sujet du jour. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Delors, donc architecte de l'agence Totem Architecture, qui va nous parler d'une réalisation emblématique de notre région, qui est donc la médiathèque Montaigne, située à Frontignan. Voilà, que vous dire de plus qu'il y aura, je vais laisser la parole à Valérie Travier qui va en dire beaucoup plus que moi, qui suis une généraliste et qui va laisser donc la parole à Valérie Travier pour qu'elle vous explique le rôle de l'État dans le domaine des médiathèques, un rôle essentiel. Voilà, donc je vous souhaite un bon mois de l'architecture. Il a démarré le 18 mai, il se terminera le 18 juin. Vous avez des cartes com, vous avez des petits marque-pages qui vous donnent les thèmes des autres conférences. Je citerai juste celle de la semaine prochaine qui a lieu ici et qui va concerner les villas d'architectes faites par eux et pour eux. Donc un sujet intéressant qui sera donné par mes collègues de la conservation régionale des monuments historiques des 2 sites, Toulouse et Montpellier, puisque la DRAC, je vous le rappelle, a son siège ici, mais a aussi un 2e site situé à Toulouse. Voilà, donc, et nous avons une autre conférence qui se passe en même temps, en ce moment, à Toulouse, sur la brique toulousaine. Voilà, donc par l'architecte Laura Girard. Donc je laisse la parole à Valérie Travier. Merci, bon mois. Juste vous dire qu'on a fait un partenariat avec Ardeville. Il y a un dossier assez important sur le mois de l'architecture. Et saluer aussi la présence de Joël Charton, qui est blogueur et qui anime la radio Montpellier New Day, qui nous fait l'honneur d'être là pour enregistrer la conférence. Et elle sera mise en ligne sur le site internet dès qu'elle sera disponible. Voilà, je vous remercie. Bonne conférence. Je te laisse la parole, Valérie. Juste 2 mots peut-être justement pour rappeler le rôle de la DRAC auprès des collectivités territoriales qui se lancent dans des constructions de médiathèques. Alors on a été très très heureux d'être associés bien sûr à ce très beau projet qui figure, alors il y a eu beaucoup d'articles, vous allez nous en parler sans doute, mais qui figure maintenant dans les livres 2e édition de construire des bibliothèques. Enfin c'était le fleuron, c'est le fleuron de Languedoc-Roussillon. Alors je vous rappelle simplement une chose, voilà, la DRAC est associée et se met à la disponibilité
à disposition des collectivités territoriales pour les aider non seulement dans la construction de médiathèques, mais aussi dans le fonctionnement, dans la mise en service de nombreux bâtiments nouveaux. C'est environ une vingtaine de bâtiments sur l'ensemble de l'Occitanie qui sont construits chaque année, mais alors à des hauteurs importantes. Là, le budget ne décroît pas. Enfin, l'année dernière, hélas, à cause des attentats, il était un peu moins important, parce qu'en fait, il s'agit d'un budget non pas du ministère de la Culture, mais du ministère de l'Intérieur. C'est le concours particulier des bibliothèques, de la dotation générale de décentralisation. Donc, vous comprenez que c'est une mesure, c'est un dispositif qui avait été mis en place au moment de la première vague de décentralisation, et c'est un des derniers qui résiste encore, hein, justement, à la demande des collectivités territoriales, qui sont très heureuses de pouvoir profiter encore de ce type de dispositif. Donc cette année, par exemple, ça sera 6 millions, plus de 6 millions qui vont être consacrés non seulement à la construction, mais au fonctionnement des bibliothèques. Hein, pour vous donner un exemple, Frontignan, hein, la médiathèque Montaigne, ça a été environ 2 millions d'euros qui ont été accordés, non seulement pour la construction, mais aussi pour son informatisation, l'acquisition de collections, le mobilier, l'équipement en général. Hein, donc ça dépasse complètement simplement le problème de la construction. Et depuis cette année, d'ailleurs, depuis mars 2016, il y a aussi un dispositif de la DGD qui aide à l'extension des horaires des bibliothèques que nous subventionnons à hauteur de 80% hein, de tous les coûts supplémentaires pendant les 5 premières années d'extension des horaires, qui permet à ces bibliothèques qui sont très très fréquentées, hein, vous nous direz certainement aussi, Madame Delors, le succès phénoménal de ces inaugurations et de ces nouvelles bibliothèques. Hein. En général, les maires sont tout à fait ravis ensuite, parce que c'est une opération qui est toujours un succès, mais par la suite, donc, nous continuons à les aider, puisque nous les aidons aussi à ouvrir davantage, et vous savez que c'est un projet qui sera aussi une priorité nationale à l'avenir. Voilà, je vous laisse la parole. Peut-être quelque chose d'autre. Juste, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose de vous dire que nous fêtions un double anniversaire cette année, les 40 ans de la DRAC, et j'ai le plaisir d'accueillir, et c'était pas prévu, monsieur Jacques de Chantenac, qui est le petit-fils de la comtesse de Bréon, né Villarmois, et qui a passé quelque temps adolescent dans cette demeure. Voilà, donc double anniversaire, 40 ans des DRAC, et aussi les 40 ans de la loi sur l'architecture, donc qui a donné la création des CAUE, donc un double anniversaire. Et merci monsieur de Chantenac et toute sa famille qui nous vient de Bretagne et qui est ravi de revenir sur les lieux. Voilà, je crois. Hein. Voilà. Merci. Bonjour, merci d'être si nombreux. On a rempli la salle, c'est super. Merci à la DRAC de m'avoir invité et puis aussi d'avoir participé à la réalisation de ce projet. J'ai intitulé la conférence « Le tiers-lieu » parce qu'effectivement, les médiathèques deviennent un troisième lieu de vie pour les personnes, voilà, pour le public qui a son lieu de travail, son lieu de vie, ou peut-être je devrais dire d'abord le lieu de vie puis le lieu de travail, et cette espèce d'espace de décompression où on peut tisser des relations sociales, s'informer, se divertir. Ce ne sont plus les bibliothèques empesées qu'on a connues nous jeunes, enfin, moi qui ai un certain âge, donc l'embrissé où il fallait chuchoter. Les médiathèques aujourd'hui sont des lieux d'accès à la connaissance, mais aussi d'accès au plaisir de vivre ensemble, au plaisir d'échanger, de se documenter ou de prendre un petit moment tranquille à lire la presse ou même à jouer, puisque la médiathèque de Frontignan a la particularité de réunir une médiathèque, une ludothèque. Donc on peut y emprunter des jeux, on peut jouer sur place, et aussi un petit auditorium où on peut assister à plein de spectacles ou des conférences, enfin du sérieux ou du un peu moins sérieux. Ce n'est plus que des lieux de culture, ce sont aussi des lieux de détente et de loisirs. C'est important, voilà. Même si c'est encore sous l'égide des DRAC. C'est pas impossible de se divertir en prenant aussi une dose de culture et de connaissance de l'autre. Vous savez bien que c'est la base du vivre ensemble. Donc merci pour cette invitation. Je suis peut-être pas très connue à Montpellier puisque j'exerce à Nîmes. C'est pour ça que je vous ai fait un petit diaporama de ce qu'a fait Totem avant qu'il lui soit confié cette médiathèque. Et comment on en arrive là, comment une agence de taille très modeste, quasiment artisanale, peut quand même, par beaucoup de chance et beaucoup de doses peut-être de méritocratie, parvenir à cette commande publique qui devient si difficile à obtenir par le truchement des chiffres d'affaires qui sont pris en compte, de tout un tas d'éléments qui favorisent
hélas, la commande aux grosses équipes. Donc on est arrivé quand même à obtenir cette commande. Alors puisque le thème de la prochaine conférence à Montpellier sur les logements, que les architectes se dessinent pour eux-mêmes, j'ai trouvé rigolo de vous montrer une de nos réalisations très rares en matière de logement, dont nous étions les commanditaires et dont nous restons les heureux profiteurs. Bon, donc je vais y venir passer un petit peu de temps cet été. C'est une maison constituée de 2 blocs séparés, avec un coin nuit et un coin jour, et où nous passons nos vacances sous l'ombre bienfaitrice d'une ombrière et de 3 chênes lièges qui étaient avant nous et qu'on n'a absolument pas voulu enlever. Donc elle se glisse entre 3 arbres, c'est dommage, on ne les voit pas sur la droite, sur la gauche, il y a 2 autres chênes lièges, avec un petit plan tout simple et une terrasse au-dessus de la cuisine. Voilà, la vue est magnifique, c'est vrai, là on n'y est pour rien. Bon, on a aussi réalisé du logement social, mais avec des logements, et on s'est toujours fixé en logement l'idée qu'on soit capable de vivre dans n'importe lequel logement qu'on dessinait. Donc il n'y a pas de jamais d'un logement triste voilà, on essaye que tous les logements aient une dose de bonheur, et c'était le cas de cette petite opération de 20 logements à Nîmes. Il faut savoir que l'accès au logement social a été un énorme tremplin pour pour les architectes de la génération qui m'a précédée. Ensuite, elle est devenue extrêmement difficile à percer. Voilà, les critères d'évolution de cette commande sont devenus plus obscurs, et nous en avons été fortement écartés. Par contre, en réhabilitation, quand il y avait des concours, on a eu la chance de gagner celui-là. C'est une immense barre, comme vous pouvez voir, à Orange, 100 mètres de long, 6 cages d'escalier, face au Mistral. Comment rendre cette barre acceptable? Comment l'améliorer en termes de taille de logement? Donc il y a eu tout un travail assez subtil que je regrette qu'on n'ait jamais pu beaucoup valoriser, puisqu'on a supprimé des logements pour en faire des grandes terrasses et les offrir, ces terrasses aux logements mitoyens. Alors qu'à l'origine, la commande, c'était en démolir une partie. Donc on pouvait gradiner, on pouvait démolir. Pourquoi démolir des mètres carrés? Pourquoi ne pas les mettre au service de ceux qui restent? C'était l'idée que le maître d'ouvrage, le Nouveau Logis Provençal, a accepté de mener avec nous. Et puis nous sommes aussi intéressés aux équipements, à savoir, c'est pas dans un ordre logique. Volontairement, j'ai tout mélangé en termes de... Et vous verrez que vous aurez du mal à dire qu'est-ce qui est avant quoi. Toujours est-il que là, c'est une des rares commandes qui nous a été confiée par une collectivité territoriale, la suivante ayant été la médiathèque de Frontignan. La plupart du temps, le commanditaire était l'État et tous ses services, c'est-à-dire aussi bien le rectorat, les DDTM, la DRAC, vous verrez. La loi de décentralisation a été très dure pour nous, vraiment très dure, très difficile. C'est d'autres critères d'évolution de la commande là aussi. Et donc je salue l'époque où les rectorats, les ministères donnaient effectivement une commande par une voie que je qualifie, et je le répéterai, méritocratique. Voilà un projet que nous avons réalisé pour une des DTM, celle du Gard. Donc peu de projets réalisés dans le Gard où nous sommes installés, mais celle-ci était amusante. C'était un centre où on passe le permis de conduire. Un petit bâtiment tout simple, très simple, simplissime, installé quand même sur 2 niveaux parce que vous avez vu un peu l'environnement. Nous sommes à 2 pas d'un aérodrome de Courbesac. Il y a des gros camions qui s'aventurent sur notre site puisqu'on y passe aussi le permis poids lourd. Et le petit bâtiment, la demande était minuscule, donc on a quand même essayé d'exister avec 2 niveaux. Un rez-de-chaussée qui est plus ou moins ouvert au public et un premier étage qui est dévolu essentiellement aux inspecteurs qui font passer le permis. Voilà, un petit projet avec une base en béton et une élévation en bois. Et l'idée que nous avons eue était de se servir de la voiture compressée pour constituer une des parois du bâtiment et pour dire aux jeunes, attention, cette voiture dans laquelle vous allez conduire, que vous fantasmez, n'est jamais qu'un bout de tôle infiniment fragile. Donc on a constitué un grand mur avec cet empilement de véhicules. Ouais, sinon, les autres façades sont plus classiques, du bois en partie supérieure et du béton en bas. La DDTM était tellement contente de ce projet qu'elle nous a confié une autre réalisation à Montpellier cette fois. Donc le centre du permis de conduire est aussi une de nos réalisations au parc du Millénaire. Un parti pris différent, avec quand même toujours l'idée que les inspecteurs sont en haut et que le public est en bas. Et surtout un bâtiment qui était en extension d'un bâtiment existant qui était la subdivision du Millénaire. Alors, d'un côté subdit, il y a tous les engins d'entretien des routes, et de l'autre côté, c'est la partie ouverte au public. Avec une liaison en partie supérieure
vous la voyez ici, qui permet justement au service des routes qui est hébergé dans la subdie existante, de quand même se rendre dans le bâtiment du permis de conduire. Et puis donc, un troisième volet, c'est l'éducation. Donc, jamais d'école, jamais de collège, jamais de lycée. Par contre, par le biais du rectorat, nous avons eu accès à la commande des universités. En l'occurrence, ce bâtiment qui est le bâtiment qui, à l'origine, devait être un lieu d'enseignement pour les psychologues et voilà, tout ce qui est relatif aux études psycho à Paul Valéry, et qui finalement, comme ils l'ont trouvé très bien, ils l'ont plutôt affecté en cours de chantier aux étudiants étrangers. Il y a beaucoup d'étudiants en Erasmus, voilà, de tous les échanges mondiaux de l'université avec d'autres universités, tous les continents. Je vais donc faire le lien avec les bibliothèques, puisque nous avions précédemment réalisé aussi pour le rectorat et sur le même site, donc l'université Paul Valéry, une extension de leur bibliothèque universitaire. C'était une de nos premières commandes finalement, oui, une des premières commandes publiques importantes que nous ayons eues. Donc, nous étions des jeunes architectes et cette bibliothèque aujourd'hui a beaucoup changé dans son usage. Elle est plus réservée aux étudiants, elle est plutôt réservée à une partie d'enseignants qui occupent les anglicistes au rez-de-chaussée et les hispanisants ou hispaniques, je ne sais pas, au premier étage. Et le deuxième étage est encore une affectation différente. Donc les bâtiments, on les conçoit pour un usage et puis finalement ils évoluent. Et c'est quelque chose que je reviendrai pour la médiathèque. Essentiel, oui, de la DRAC PACA qui nous avait confié une bibliothèque départementale de prêt. Dans les années 80-90, ces petits projets qui étaient censés accueillir le fonds qui ensuite circulait dans les bibliobus au travers des petites collectivités du département, étaient confiés à des jeunes cabinets. Et c'était une politique qu'on a toujours trouvée admirable et qui, hélas, a plutôt fait long feu aujourd'hui. Dommage, c'était un premier pied dans l'étrier avec un maître d'ouvrage qui était souvent quand même très bienveillant. Les DRAC étaient des bons maîtres d'ouvrage. Je peux témoigner que celle de PACA nous a beaucoup accompagnés dans ce premier projet. Là, il s'agit pour le coup de notre première vraie commande, ou quasi. Voilà. Donc toujours l'État. Ensuite, les DRAC redonnaient le bâtiment aux collectivités territoriales. En l'occurrence, c'était le Conseil général qui est devenu Conseil départemental du 13, des Bouches-du-Rhône. J'ai oublié de vous dire que c'était à Saint-Rémy-de-Provence. Alors venons-en à la médiathèque Montaigne. Voilà un petit peu comment, par le truchement des commandes et d'un secteur où finalement vous vous spécialisez, pas par volonté, mais par hasard en quelque sorte. La bibliothèque départementale de prêt de Saint-Rémy, puis la bibliothèque universitaire de Paul Valéry, vous permettent d'acquérir les deux sésames qui vous autorisent à être retenus à un concours de médiathèque à Frontignan. Nous étions associés pour cette opération à un cabinet parisien qui s'appelle BMC2, que nous connaissons depuis l'époque où nous avons été de jeunes diplômés de Marseille et que nous avons ressenti la nécessité d'aller travailler chez des grands archis. Donc on s'est retrouvés d'abord chez Henri Siriani, peut-être que quelqu'un connaît cet architecte qui était enseignant à Belleville. Et ensuite nous avons travaillé chez Christian Houvette. Et c'est chez Christian Houvette, tous les deux grands prix d'architecture, que nous avons appris notre métier clairement. Voilà. Plus peut-être que dans nos études initiales, les quelques années que nous avons passées chez l'un et l'autre de ces deux architectes de grand renom nous ont marqué à vie du sceau de l'exigence et de la qualité. En tout cas, c'est ce qui fait notre viatique, clairement, et qui ne nous rend pas forcément toujours facile à vivre. Voilà comment la médiathèque Frontignan s'installe dans une lisière de ville. Vous savez que Frontignan, c'est une longue rue, hein, c'est vraiment la ville-rue par excellence qui s'étire le long des étangs, en deuxième ligne par rapport à la mer. Il y a un tissu urbain existant d'une qualité qu'on peut considérer comme assez médiocre. Au-delà de cette ligne, de cette frange qui longe la route, il y a une véritable, en tout cas il y avait une friche industrielle totalement ravagée, puisque les entreprises avaient quitté les lieux depuis longtemps. Les immeubles ont été démolis peu de temps avant que le concours soit lancé, donc on ne les a pas connus. Par contre, la réalisation de la ZAC qui prenait place à cet endroit a commencé bien avant nous aussi. Elle est confiée à l'architecte Pierre Tour
cabinet montpelliérain bien connu, et elle peine à se finir. Voilà, cette ZAC peine à se finir. Vous, Montpelliérain, voyez les ZAC fleurir et se réaliser en 2 coups de cuir à peau. Ici, à Frontignan, c'est long parce que la demande de logement n'est pas la même, parce que il y a eu des duretés foncières. Ce qu'on appelle les duretés foncières, ce sont des parcelles que la ville a renoncé à acquérir par le biais de déclaration d'utilité publique, de DUP, et qu'elle a voulu acquérir par le gré à gré. Ça prend du temps, ce sont des longues négociations, et c'est un choix politique de la mairie que par ailleurs je salue parce que finalement ça s'est fait de manière lente mais heureuse. Lente, il faut être patient. Donc si vous retournez sur les lieux, vous verrez encore que tous les aménagements que Pierre Tour a dans ses cartons depuis des années, cette ZAC il l'a gagnée je crois en 2009 et nous sommes presque 10 ans après. Voilà comment s'installe la médiathèque au sein de cette friche-là dont je parlais à l'instant. Elle est coupée des étangs par une première ligne qui est la voie ferrée, par une deuxième ligne qui est une double voie. Bon, c'est pas une 4 voies, mais c'est une double voie où on circule très vite puisqu'elle permet le contournement de Frontignan et ensuite de rejoindre 7 dans cette direction-là. Donc à Frontignan, la mer est carrément à l'est et notre bâtiment tient compte des orientations. Vous allez voir comment. Donc voilà le dessin de l'emprise de la ZAC des Piels, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est une ZAC qui est un écoquartier. Et à une époque où on ne parlait pas tant que ça des écoquartiers, c'est, je suppose, un des premiers de la région et du département. Voilà comment Pierre Tour avait imaginé les choses, avec en brun le logement collectif, en bleu une ligne de bâtiments qu'on qualifierait de tertiaires, des bureaux, des activités, pour se protéger des nuisances de la voie ferrée qui passe juste contre, et en rouge ce qui est plutôt dévolu au logement individuel, groupé ou individuel vraiment. Il appelle ça voilà, habitat intermédiaire. Alors il y a un peu, oui, un peu d'entre-deux. La façon dont les immeubles et les îlots sont pensés a une particularité magnifique, c'est qu'on se sert des brises marines, on se sert des flux d'air liés à la tramontane, au Mistral, qui n'est pas violent à Frontignan, mais qui permet d'apporter ce flux aérolique qui rafraîchit les logements. Donc il y a une obligation de la part des promoteurs de ne pas climatiser les logements, de s'occuper par contre de mesures, enfin, et un cahier des charges qui encourage l'isolation par l'extérieur pour limiter les ponts thermiques au droit des planchers, pour limiter les consommations énergétiques, et un souci de végétalisation des terrasses pour limiter ce qu'on appelle l'effet îlot de chaleur, en réduisant l'albédo de ces constructions. Voilà, un encouragement à faire des patios très plantés, qui eux aussi favorisent un bioclimatisme naturel, sans dépenses, sans recours à des technologies sophistiquées, du bon sens, et céder des flux d'air naturels de cette zone en bord de mer. Et bien sûr, ce cahier des charges était aussi imposé à la médiathèque. Voilà l'image que Pierre Tour donnait de ce futur bâtiment dans la proposition d'aménagement qu'il avait établie pour le compte de l'aménageur, qui était Héros Aménagement. Et voilà en haut le terrain tel que nous l'avons eu quand nous sommes arrivés. Et voyez toutes les constructions qui étaient encore à l'époque tout autour du bâtiment. La plupart, mais pas toutes, la plupart ont quand même disparu depuis. Alors, notre programme, c'est celui que la DRAC promeut, c'est-à-dire des mètres carrés et un fonds. Le fonds est calculé en fonction de la population que cette médiathèque est censée servir. En l'occurrence, il s'agit d'une médiathèque intercommunale qui regroupait pour Touaglo toutes les communes qui se situent en gros au nord de Sète, donc jusqu'à Mirval et pas Maguelone, parce que je pense que Maguelone et Montpellier, évidemment, c'est une autre agglo. Donc on avait un potentiel de public qui donnait finalement un nombre de documents, et ça n'a pas été sans problème d'ailleurs, parce que je pense qu'il y avait une légère sous-estimation des surfaces pour accueillir un tel fonds, tout simplement, avec les règles qu'on a aujourd'hui d'accessibilité des documents aux personnes à mobilité réduite. Un budget de 5,2 millions. Il n'y avait pas de VRD, comme vous voyez, ou comme vous le verrez encore mieux tout à l'heure, on est cerné par l'îlot dont les façades occupent toute la périmétrie, et puis du mobilier sur lequel on a eu une mission pas facile.
mais dont on est assez content du résultat. Les premières idées, comment faire face à une place qui fait partie du projet de Pierre Tour et qui est située nécessairement côté façade est, donc on ne rentre pas au sud, on ne rentre pas au nord, on rentre forcément à l'est. Comment créer une machine qui s'auto-ventile, un peu de la même façon que se ventilent les îlots du projet d'aménagement. Et voilà, comment mettre en scène un espèce de petit théâtre sur la place. Comment théâtraliser la médiathèque. Et comment aussi offrir aux usagers cette magnifique vision conçue-bodorée en deuxième étage, puisque certes on n'avait pas moyen facilement d'imaginer la vue qu'on aurait précisément, mais on se doutait que ça serait le niveau où on peut percevoir l'horizon maritime, puisque quand même, vous avez vu sur la photo aérienne, il y a beaucoup avant d'arriver au cordon littoral. Alors un projet qui se pense très fortement en termes de façade et de logique de course solaire. Vous voyez dessiner le plan, il s'agit du plan de deuxième étage. Vous voyez dessiner en face de chaque façade l'élévation qui correspond. Vous constatez qu'au nord, donc, la façade est finalement peu ouverte, mais avec un grand coup de scie, une grande ouverture qui correspond au bureau. Toute l'administration partage ce premier étage. Ensuite, côté est, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'entrée, c'est le portique d'entrée qui nous sert à protéger les vitrages, parce qu'à l'est, c'est une orientation assez défavorable pour se protéger. Et en même temps, c'est là qu'on avait la vue. Il n'était pas question de priver le public de cette vue magnifique. Ouest et sud, les vues sont moins intéressantes. Les amenées de soleil peuvent être gênantes, surtout à l'ouest. Et au sud, comme à l'ouest, nous nous sommes servis de cette fameuse fenêtre profonde qui est mise en scène par des plis dans la façade, ce qu'on appelle la façade épaisse. Elle est moins épaisse que ce que suggère CB, parce qu'elle est constituée d'un pli que je vais vous expliquer là. Voilà comment on constitue une façade épaisse, en créant de faux entablements, de fausses profondeurs de baies, mais qui permettent de mettre le vitrage à l'ombre portée de ces profondes embrasures. C'est un moyen qu'utilisaient les anciens en faisant des murs réellement épais. Nous essayons d'économiser un peu la matière en créant ce plissement de la façade, aussi bien donc au sud, ici, qu'à l'ouest. Et à l'ouest, on est encore plus sévère par rapport au rayonnement qu'on pourrait avoir sur les vitres, en installant les parties vitrées nécessairement face au nord. Donc ce qu'on appelle les ouïes prennent la lumière au nord de manière très parcimonieuse, puisque le challenge, dois-je le rappeler, était de ne pas climatiser cette médiathèque. Alors, la limite du système, c'est qu'on ne peut pas climatiser, on ne climatise pas les grands plateaux. Par contre, les lieux de forte concentration comme ici, c'est-à-dire l'auditorium et les salles de réunion, nécessitent quand même un rafraîchissement, sinon nous sommes tous des petits radiateurs et notre concentration élève la température. Quand nous sortirons de cette pièce, vous aurez tous bien chaud parce qu'ici, je ne suis pas sûre qu'il y ait la moindre climatisation, n'est-ce pas? Voilà. Je passe à l'image suivante. Ça va, tout le monde entend et je ne vais pas trop vite. Okay. Donc, c'est un peu la répétition de ce que je viens de vous expliquer. Des vitrages orientés nord à l'ouest, de profondes embrasures au sud, des vitrages non protégés au nord. Les utilisateurs ont quand même installé des stores intérieurs parce qu'ils avaient peut-être un peu trop de luminosité. Mais ils n'ont pas de surchauffe. Et à l'est, on se sert de ce portique pour protéger les baies. On a aussi des petites terrasses incluses qui permettent de s'asseoir avec un livre près de la lumière, ce que Louis Kahn suggérait quand il faisait les bibliothèques dont il s'est occupé aux États-Unis, s'approcher de la lumière avec un livre à la main, en fait, c'était quand même l'idée. Ces terrasses incluses, elles sont derrière des claustras qui fabriquent aussi une façade un peu ouvragée. Voilà. Enfin, on va revenir là-dessus, cette façon d'installer l'isolation thermique, ce n'est pas réellement l'isolation thermique par l'extérieur, c'est presque encore mieux puisque cet isolant est protégé par un autre mur et la partie du voile intérieur constitue une paroi qu'on appelle effusive et qui renvoie la fraîcheur relative du mur. Donc l'idée de cette médiathèque et de cette bibliothèque, elle est de se servir des murs comme rafraîchissants. C'est-à-dire les murs emmagasinent une fraîcheur relative
la nuit en déchargeant au cours de la nuit la chaleur que le public et que nécessairement les allées-venues a stocké dans ces murs. Donc ce principe de free cooling, de décharge nocturne, je vous expliquerai comment il fonctionne ensuite. Donc nous nous sommes inspirés très fortement des principes utilisés par les architectes du sud de la Méditerranée, notamment Hassan Fatih, que je pense vous connaissez, et aussi tout ce que Fernand Pouillon a ramené de l'Algérie quand il y a construit. Bref, ce sont bien sûr Giuseppe Terrani, mais là c'est ce côté de la Méditerranée puisque c'est un Italien dont on voit le clin d'œil si vous connaissez la Casa del Faccio, dont nous sommes légèrement inspirés. Voilà. Les plateaux les uns après les autres, il y a un sous-sol dans cette médiathèque qui est réservé, avec un stationnement réservé au personnel, des locaux techniques en partie nord. Voilà, pas grand-chose de spécial pour ce R-1. Le rez-de-chaussée se partage en la ludothèque et l'espace enfance qui logiquement se touchent pour permettre toutes les perméabilités possibles entre ces deux espaces. Ces cloisons-là s'effacent, viennent se loger dans la façade épaisse. Vous verrez tous les usages qu'on a donnés à cette façade épaisse. Et ensuite, en partie supérieure, on a plutôt le disorium, les loges et un petit peu de locaux, les locaux poubelles par exemple, et la rampe d'accès au sous-sol. La partie centrale, c'est l'arrivée du public, le hall, la partie sous-douane, si on dit quand on est dans le milieu des musées, avec l'accueil, l'escalier qui monte au-dessus, et la partie point presse ici. Si on passe au premier étage, on a donc là toute l'administration dont je vous parlais tout à l'heure, avec la préparation des livres et surtout tous les bureaux, sachant que les bibliothécaires font ce relais. Ils ont une partie qui passe dans leur bureau et une partie qui passe en contact avec le public. Leurs locaux sociaux, leurs sanitaires, un petit coin détente avec une terrasse, elle aussi derrière un claustrat. Je vous parle maintenant de cet objet qui est la fameuse boîte à lumière, boîte à vent, qui est comme un énorme lustre dont la partie inférieure vient tangenter le rez-de-chaussée, qui amène donc de la lumière jusqu'au rez-de-chaussée et qui est constituée de toute une peau fabriquée en écaille de verre dont la particularité est de pouvoir s'ouvrir la nuit pour constituer une gigantesque cheminée, donc boîte à vent, et extraire la chaleur qui s'est accumulée dans la journée. Donc cet objet-là participe très fortement au rafraîchissement naturel du volume. La chance que nous avons pour les médiathèques, c'est qu'elles bénéficient d'une mesure dérogatoire en termes de sécurité incendie qui autorise les concepteurs à jouer sur un volume unique qui n'est pas un atrium, qui est un vrai volume unique qui permet de mettre 3 étages en contact. Ça n'arrive jamais dans les ERP. Que dire sur le deuxième étage? Eh bien que c'est un grand plateau libre, le plus libre possible. Si vous voyez bien, c'est ridicule les éléments de descente de charge, hein. Ce sont ces gros éléments pochés foncés. Évidemment, les escaliers constituent des points durs, évidemment l'ascenseur, mais on a été extrêmement vigilant pour réduire au maximum les éléments contraignants de descente de charge. Un petit peu l'idée, toutes choses égales par ailleurs, de Beaubourg, où là aussi, toutes les descentes de charge sont externalisées de manière à permettre des aménagements de plateaux différents. Notre idée, c'est que ce bâtiment est une médiathèque, mais qu'est-ce qu'elle sera demain? Qu'est-ce qu'il sera dans 20 ou 50 ans? Il est constitué de manière tellement solide, avec des matériaux tellement pérennes, qu'on peut imaginer qu'il devienne autre chose un jour. Pour qu'il devienne autre chose un jour, il faut qu'il soit fabriqué avec le moins de contraintes aujourd'hui. Donc, évidemment, les façades sont porteuses, elles sont lourdes et porteuses. Ce mur épais permet de glisser dans les alvéoles toute une technique, et notamment tous les flux d'aérolique, mais aussi d'autres choses, des sièges, des bancs, des étagères. Et nous concentrons donc les éléments de descente de charge de manière très réduite, et grâce à la constitution de notre plancher. Vous voyez ce dessin, ces petits carrés, je ne sais pas si vous arrivez à les voir jusqu'au bout, mais tout le bâtiment est tramé par cette constitution des planchers, qui sont des gros planchers à caissons, dont les dimensions approchent les 2 mètres par 2. Voilà, je crois que je vais passer.
La constitution du sous-sol s'est faite dans la boue. À Frontignan, les étangs sont pas loin et la nappe phréatique aussi. Ça a été un moment très difficile, d'autant plus difficile que nous avons eu recours à la géothermie pour climatiser, entre guillemets, le bâtiment, en tout cas au sens climatisé, ou pour lui donner des calories l'hiver à très bas coût, puisqu'on a une pompe à chaleur qui récupère la tiédeur relative du sous-sol de Frontignan. Il se trouve que le sous-sol de Frontignan est un peu chaud, il est à 15 degrés. C'est 1 degré de plus qu'une normale française. Et ce 15 degrés nous permet quand même d'amener un petit peu de fraîcheur l'été. Et aussi de réchauffer ce qu'on a refroidi d'hiver. Donc c'est un cycle assez logique. On vient chercher la tiédeur relative du sous-sol et on entretient cette température en inversant le cycle au cours des gens qui ont fait le bâtiment. C'est une entreprise catalane qui a réalisé le projet, des gens qui ont aimé bien faire et qu'on est arrivé à convaincre de l'offre qu'ils allaient laisser. Et il y avait une ambiance vraiment très agréable sur ce chantier. Et pour mettre au point les techniques qui ont été utilisées et dont ni elle ni nous n'avions l'expérience, nous avons prévu dans le cahier des charges la réalisation de ce petit cube de béton que vous voyez à droite, qui était une espèce de réduction de toutes les difficultés que nous allions rencontrer, pas seulement en grosses œuvres, mais aussi pour justement la constitution des réseaux électriques, comment mettre des boîtiers dans le sol, comment faire les claustras, quelle bonne taille leur donner, comment réaliser les parements en bois qui sont dans l'auditorium, toutes ces décisions, la façon de placer les luminaires au-dessus de ces parements. C'est incroyable comme tout nous a... et vous allez voir aussi comment faire les lambrissages intérieurs. Tout a été expérimenté dans ce petit cube qui ensuite a été démoli. Voilà, c'est peut-être la seule entorse que nous avons faite à la notion d'économie et de matériaux. Mais ce faisant, nous avons évité de rendre ou de refuser des voiles béton. Non, aucun voile béton n'a été refusé. Et le béton qui a constitué cet ouvrage a été produit par une centrale à béton qui n'est pas du tout loin du site. Donc, peu de trajets, une centrale qui nous était dédiée, des agrégats et des sables récupérés dans des carrières proches, donc à Murles pour le blanc et à Bellegarde dans le Gard pour la constitution même des agrégats. J'ai la chance d'avoir ici l'entreprise Cebex qui nous a fourni et qui a été formidable en termes de régularité de production. Il faut être à l'heure, une toupie ça n'attend pas, donc on a toujours, je crois qu'il y a eu une toupie qui a été renvoyée, un malaxeur. Donc merci à elle et à l'entreprise qui a fait. Nous avions beaucoup réfléchi à la façon de constituer ces doubles voiles, comment faire cette façade à la fois épaisse avec ses plis. C'était pas simple. Nous avions un produit qui s'appelait GBE, qui est un système d'écarteur de banche qui permet de tenir à la fois les deux côtés du moule. Hein, c'est comme ça qu'on fabrique des murs, des voiles coulées en place, et qui permet aussi de tenir dans l'entre-deux précisément et pendant toute la durée du coulage qui se fait de chaque côté, le fameux isolant thermique qui doit avoir des caractéristiques de rigidité voilà, impératives. Donc ces connecteurs, ces écarteurs sont spécifiques. Voilà, ce procédé est innovant. Je pense qu'on aura fait une publicité terrible en l'utilisant sur ce projet, parce qu'il était jusque-là plutôt utilisé avec des voiles destinées à être enduits, dont on n'était pas aussi exigeant sur le parement. Donc il était acceptable avec des épaisseurs de voile relativement réduites, et nous on a préconisé de mettre de l'épaisseur de béton. Donc on a 18 cm à l'intérieur, ce qui est plus que ce qui est toléré dans le système, et on en a 12 à l'extérieur, alors que 8 pourraient suffire. Voilà la constitution savante de ces façades, avec les éléments de nervure des planchers caissons, avec des terrasses qui permettent de rentrer toute la nécessité des relevés d'étanchéité. Je parle aux personnes qui s'intéressent de près à la constitution d'une étanchéité. Ensuite, évidemment, on a un plancher chauffant qui prend de l'épaisseur. On a aussi ce principe d'isolation et de maintien de l'isolant. Voilà, la continuité d'un isolant assure l'absence de pont thermique. Voilà, en zoomant
dispositif, la façon dont le résultat s'obtient. Et pour ceux qui sont loin, vous voyez peut-être mal, mais la façade est marquée par les planches de bois, de résineux qui ont constitué l'intérieur des banches. Donc à l'intérieur des moules, les moules étaient doublés par ce bois, ces petites planchettes. On va voir une photo de la réalisation, vous comprendrez peut-être mieux. Allez, on va passer à là, voilà. On voit un peu comment les planchettes sont fixées sur les éléments de banche métallique, comment on vient s'intercaler toute la partie armature, comment on vient mettre le fameux isolant qui doit tenir debout, pendant qu'on referme ensuite en reconstituant plus ou moins le même sandwich à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'on a accepté qu'à l'intérieur, il n'y ait plus recouche de bois, mais à l'origine c'est ce qu'on pensait. Il devait y avoir exactement le symétrique de l'extérieur, et on a dit bon, non, là, soyons raisonnables. Ce qu'on va faire, c'est que ce bois qui nous a servi à l'extérieur, on va l'utiliser une première fois dans ce sens-là, une deuxième fois dans le sens inverse. Il va se charger effectivement bien de la laitance du béton. On va ensuite le nettoyer au Karcher et on va le réutiliser en le peignant pour quand même lui donner un côté propre. On ne pouvait pas le réutiliser tel que, et on le réutilisera à l'intérieur du bâtiment. Donc vous allez voir comment ça a été fait. Ça a nécessité un certain soin de la dépose des banches. Il fallait bien les déclouer, ces planchettes. Il fallait, voilà. Elles ont même servi parfois de garde-corps. C'est marrant. Certaines ont eu au moins 4 vies avant de finir, comme vous le verrez après, dans l'aménagement intérieur du bâtiment. Voilà encore un petit zoom. Hein. On voit bien la planchette, on voit bien la face de métal contre laquelle elle se situe, les armatures, l'isolant, re-armature. Là, c'est avant qu'on referme. Après, on ne peut plus photographier. Hein, vous comprenez ? Il faudrait carrément un endoscope. Une petite équipe, là, voilà, nos réunions de chantier, l'agence BMC2, avec Julien, moi-même, Arnaud. On a rapidement abandonné notre cabane de chantier pour venir installer les réunions dans le bâtiment, qui a été d'une fraîcheur incroyable bien avant qu'on utilise justement le free cooling. Une petite visite rapide des façades, avec chaque fois en regard la façade, enfin voilà, le step qui correspond. Comment les ouïes sont réalisées avec cette baie en creux, très en creux, pour n'amener aucune surchauffe ouest, les pires. Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'étendre les horaires d'ouverture. C'est pas comme une école où à 4h30 les enfants l'abandonnent. Ici, nous avions escompté des ouvertures tardives, des nocturnes jusqu'à 10h du soir, et puis ça s'arrête pas l'été, ça continue en juillet, août, et même à la limite, c'est là où il y a le plus de monde, parce que les estivants peuvent aussi être intéressés de venir dans cette médiathèque. Nous sommes pas loin de 7, voilà. Comment gérer une médiathèque sans climatisation avec des horaires aussi allongés ? On a été un petit peu déçus à l'ouverture que les horaires ne soient pas aussi ambitieux que ce que nous avions prévu. Je suis ravie d'imaginer qu'on aura des ouvertures au public pour les gens qui travaillent, au-delà du Saint-Péternel 6h du soir, qui ne permet pas cela. Voilà. Mais cette médiathèque est faite pour supporter une occupation nocturne. Voilà. Évidemment, à 1h du matin, par contre, il faut que les personnes soient parties pour faire cette fameuse chasse thermique. Voilà le plan, je ne sais plus pourquoi. Voilà, une image du chantier, la constitution de ce qu'on appelait les tablettes de chocolat, qui ont été réutilisées à différents niveaux, là aussi. Économie de matière, même dans la constitution. Voilà comment on installait 3 plaques de fibralite, pile poil, pas de découpe. Si on enlève pour faire 104, ça fait 3 x 60. Et ben c'était nickel, c'était juste ce qu'il fallait. On en coupait juste un petit morceau parce qu'elles font 60, mais elles font 2 mètres. Il fallait en enlever un tout petit morceau pour rentrer dans 180, pour faire un carré avec ces 3 x 60, 2 mètres. Et pour faire donc 180, pas 180. Ça constitue exactement le fond des creux du caisson. Et amener un peu d'acoustique dans ce bâtiment qui en manque un peu. Voilà, maintenant je vous parle je vous montre plutôt ce dont je viens de vous parler, les éléments de planchettes qui sont réutilisés à l'intérieur. Alors vous voyez le côté un peu rustique que cela induit. Ces planchettes, elles sont c'est un bois qui a travaillé, qui a été percé de 1000 trous. On voulait au départ les céruser en blanc, dans l'idée d'avoir un bâtiment très blanc, et puis c'était affreux, quoi. Les trous de clous, il aurait fallu les travailler un par un, c'était impossible. Du coup, on les a peints en foncé,
un brun très foncé, et c'est devenu une autre idée de l'enveloppe. Voilà. Et finalement pas si mal, parce que ça contraste par rapport au beau béton blanc des fonds d'alvéoles. C'est pas plus mal. Des fois, les décisions tardives rencontrent une certaine... c'est des bonnes idées de pouvoir faire évoluer un projet au fil du chantier aussi. Là, il s'agit de la ludothèque, avec du mobilier qui, par contre, lui, on a voulu du mobilier, du beau design. Voilà. Ce sont des belles prestations fournies par RBC et un petit peu d'absorbant de temps en temps quand même, notamment aux endroits où il y a des enfants, avec des panneaux Texa. Et oui, quand même, le brasseur d'air qui participe à l'effet de déstockage thermique. Donc, même en journée, on peut éventuellement ouvrir les ventelles de la boîte à lumière, boîte à vent, faire fonctionner les brasseurs d'air, ouvrir ces éléments en allège qui s'entr'ouvrent aussi et qui amènent l'air extérieur. Mais ça fonctionne que si l'air extérieur n'est pas brûlant. Sinon, il vaut mieux attendre la nuit. Voilà la boîte à lumière, boîte à vent à l'arrière et les escaliers qui distribuent les 2 niveaux depuis le rez-de-chaussée jusqu'au 2e étage. Donc, vous voyez les petites ventelles qui s'entr'ouvrent et un travail du 1% de Madame Caron qui s'est servi de ce support vitré pour installer son œuvre. Une coupe sur la boîte à lumière, boîte à vent. Le principe d'amener d'air frais et de chasse de l'air chaud par la boîte à lumière, boîte à vent. Et une vue à contresens de l'entrée. Donc voilà les portiques anti-vol. On traverse ici l'accueil et la montée vers les étages supérieurs. Plus un travail de signalétique qui a été réalisé par notre équipe de maîtrise d'œuvre. Voilà, la consultation du catalogue. Là, il s'agit de la terrasse supérieure qui n'est pas ouverte au public, qui n'est pas donc accessible, mais sur laquelle nous avons fait un projet de végétalisation avec comme idée d'utiliser uniquement des plantes mellifères pour qu'on ait tout au long de l'année une floraison et encourager les butineurs et notamment les abeilles. Donc il était prévu qu'on installe des ruches sur le toit, mais je ne sais pas où ça en est. Voilà. Je ne sais pas si le maître d'ouvrage a vraiment contacté l'apiculteur pour le faire. Voilà. Donc ce n'est pas un toit joli, c'est juste un toit efficace pour les butineurs. Avec, là, vous avez l'émergence, que je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Ça, c'est l'émergence de la boîte à lumière, boîte à vent, qui est fermée côté sud et qui s'ouvre est, ouest et nord, avec quand même à l'est et à l'ouest des protections solaires. Vous voyez, on ne lésine pas sur l'idée de protéger de toute surchauffe non voulue. Encore une petite image de chantier, comment on réalise les claustras et ce que ça donne ensuite dans les terrasses de lecture que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà la grande terrasse. Montaigne, dans ses essais, parle d'une terrasse qu'il aimerait dans sa bibliothèque. Et il en donne les proportions, et nous avons exactement les proportions que Montaigne rêvait d'avoir pour pouvoir lire en marchant. Bon, il faudrait qu'il fasse attention de ne pas percuter les chaises, mais c'était un petit peu cet hommage à ce grand homme qui était déjà pressenti pour être le nom de la médiathèque. Et on a été ravis que ce soit celui-là qui soit choisi par la collectivité. Alors, encore un petit peu de vision de l'immeuble. Les fameuses ouïes, la façon dont l'intérieur et l'extérieur peuvent se mêler, hein, la terrasse de lecture et les salles de consultation, la façon dont les nervures se poursuivent pour fabriquer ce fameux portique extérieur, la vision sur les étangs et très 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 loin là-bas à la mer, l'horizon maritime. Et puis cette envie que le public profite aussi de ce chien et loup où la médiathèque devient une lanterne. Voilà. Merci.